Ton fils peut boire de l'eau du robinet, dit ma mère, prenant sa brique de jus et la donnant aux enfants de ma sœur. Mon père a ajouté, il devrait apprendre que tout n'est pas pour lui. Mon fils est resté assis là, les mains sur les genoux. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement dit, d'accord. Quelques minutes plus tard, lorsque le serveur a déposé l'addition, je me suis levé. Et ce que j'ai fait a fait pâlir tout le monde. Je m'appelle Derek. J'ai 32 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie d'adulte, c'est celle-ci, être fiable ne vous rend pas précieux, cela vous rend attendu. Je travaille comme chef de projet dans une entreprise de technologie en ville. L'emploi est bien rémunéré, assez bien pour que j'aie acheté mon propre logement il y a 3 ans. Assez bien pour que je puisse me permettre de bonnes écoles pour mon fils. Assez bien pour que lorsque mes parents appellent avec leurs mains tendues, je puisse les remplir sans poser de questions. Cette dernière partie arrive souvent. Mon fils, Charlie, a 6 ans. Il a mes yeux et le sourire de sa mère, bien qu'elle ne soit plus dans le tableau. C'est une histoire pour une autre fois. Ce qui compte maintenant, c'est que Charlie est mon monde. Chaque décision que je prends, chaque heure supplémentaire que je travaille, chaque virement que j'envoie sur le compte de mes parents, tout revient à lui donner la vie qu'il mérite. Mes parents vivent à 2 heures de route dans la maison où j'ai grandi. Ma sœur, Monica, vit à 10 minutes de chez eux avec son mari et leurs 3 enfants. Monica a 35 ans, 3 ans de plus que moi, et elle a toujours été la préférée. Ce n'est pas de l'amertume qui parle. C'est juste un fait. Quand nous étions enfants, Monica avait de nouveaux vêtements alors que je portais des vêtements de seconde main. Elle a eu la voiture quand elle a eu 16 ans, j'ai eu le prix du bus. Elle est allée à l'université à leurs frais, j'ai travaillé en faisant les quarts de nuit pour payer le collège communautaire avant de faire ma mutation grâce à des prêts. Mais je ne me suis jamais plaint. Je me suis dit que c'était ce que la famille faisait. Vous vous présentez, vous soutenez, vous ne comptez pas les points. Depuis 8 ans, depuis que j'ai commencé à gagner de l'argent décemment, je suis celui que mes parents appellent quand les factures s'accumulent, impôts fonciers, réparation de voitures, quote-part médicale, voyage d'urgence pour voir les enfants de Monica lors de leurs événements scolaires. J'envoie l'argent. Ils me remercient en passant. La vie continue. Monica ne travaille pas. Son mari gagne assez, mais ils vivent au-dessus de leurs moyens, grande maison, 3 enfants dans des activités privées, 2 vacances par an, et d'une manière ou d'une autre, ils s'appuient toujours sur papa et maman qui s'appuient sur moi. Charlie ne sait rien de tout cela. Il a 6 ans. Tout ce qu'il sait, c'est que grand-maman et grand-papa viennent parfois nous rendre visite, et quand ils le font, ils apportent des cadeaux à ses cousins mais oublient son nom la moitié du temps. Noël dernier, les enfants de Monica ont eu de nouveaux vélos, Charlie a eu un livre de coloriage du magasin à $1. Il a souri quand même. Il le fait toujours. Mon fils a appris quelque chose que je ne voudrais pas qu'il ait à apprendre. Il a appris à s'attendre à moins, à s'asseoir tranquillement, à prendre moins de place dans des pièces remplies de gens qui devraient l'aimer de la même manière. Je me dis que ça va s'améliorer. Qu'un jour mes parents verront tout ce que je fais. Que Monica cessera de me traiter comme un distributeur automatique sur pattes. Que Charlie sera inclus, célébré, dont on se souviendra. Mais au fond de moi, je connais la vérité. Je ne suis pas leur fils, je suis leur filet de sécurité. Monica n'est pas ma sœur, elle est leur priorité. Et Charlie, mon doux et calme garçon, n'est qu'une pensée après coup. Il y a 3 semaines, ma mère a appelé. Elle voulait organiser un dîner de famille, dans un endroit agréable, a-t-elle dit, quelque part où nous pourrions tous être ensemble. Elle a suggéré que je choisisse l'endroit et que je fasse la réservation. J'aurais dû le savoir alors. J'aurais dû entendre l'attente tacite dans sa voix, mais je ne l'ai pas fait. Ou peut-être que je l'ai fait et que je l'ai ignoré, espérant que cette fois-ci serait différente. J'ai choisi Maronaïes, un restaurant italien haut de gamme du centre-ville, le genre de restaurant où les apéritifs coûtent $20 et les plats principaux frôlent les $40. J'ai fait une réservation pour 8 personnes, 2 adultes, mes parents, 2 adultes, Monica et son mari, 3 enfants, les enfants de Monica, et 2, moi et Charlie. Ma mère m'a remercié au téléphone. Elle a dit que ça avait l'air parfait. Elle a dit qu'elle était fière que je sois si attentionné. Je me suis senti chaleureux en entendant ça, fier, valorisé. J'aurais dû m'en douter. Le dîner était prévu pour le samedi soir à 18 h. J'ai dit à Charlie que nous allions quelque part de spécial. Il a demandé s'il pouvait porter sa chemise boutonnée, celle avec les rayures.
J'ai dit oui. Il a souri tout le long du trajet. Nous sommes arrivés au Maronaïs 15 minutes en avance. Le restaurant brillait d'une lumière chaleureuse et d'un doux jazz en fond sonore. L'hôtesse nous a conduits à une salle à manger privée à l'arrière, une longue table dressée avec du linge de table blanc et des serviettes pliées en forme de cygne. Les yeux de Charlie se sont écarquillés. Il a chuchoté, « Papa, cet endroit est chic. » J'ai serré son épaule. « Tu mérites chic. » Mes parents sont arrivés ensuite. Mon père portait un blazer, ma mère s'était fait coiffer. Ils m'ont accueilli avec de rapides accolades, celles qui touchent à peine. Ma mère s'est penchée vers Charlie. « Oh, tu grandis tellement » a-t-elle dit, bien que son sourire n'ait pas tout à fait atteint ses yeux. Monica et sa famille sont arrivés avec 10 minutes de retard. Ses enfants, 2 garçons et une fille, ont couru directement à la table sans dire bonjour. Monica a serré maman dans ses bras comme si elle ne s'était pas vue depuis des années, même si je savais qu'elles avaient déjeuné ensemble il y a 2 jours. Son mari, Greg, a serré la main de mon père et lui a tapé dans le dos. Personne ne m'a reconnu. Nous nous sommes assis. Charlie était entre moi et ma mère. Les enfants de Monica étaient en face de nous, bruyants et agités. Le serveur est arrivé avec des menus et un sourire. Mon père a commandé une bouteille de vin coûteuse. Le mari de Monica a commandé un whisky. Ma mère s'est renseignée sur la spécialité du chef. Les enfants de Monica ont exigé des bâtonnets de poulet, même si ce n'était pas ce genre de restaurant. J'ai commandé des pâtes pour moi et j'ai demandé à Charlie ce qu'il voulait. Il a regardé le menu, dépassé par les choix. Puis-je avoir les raviolis, a-t-il demandé tranquillement. Bien sûr, ai-je dit. Le serveur lui a souri. Bon choix, jeune homme. Puis ma mère s'est penchée et a fait signe au serveur avant qu'il ne parte. Pouvons-nous avoir une brique de jus pour les enfants? Le serveur a acquiescé. Bien sûr. Combien? 3, a dit ma mère, en montrant les enfants de Monica. J'ai cligné des yeux. Charlie en voudrait bien une aussi. Ma mère a fait un geste de la main. Il va bien. Le serveur a regardé entre nous, incertain. J'ai répété. Charlie voudrait bien une brique de jus aussi. La bouche de ma mère s'est crispée, mais elle n'a rien dit. Le serveur est parti. Quand il est revenu, il portait un petit plateau avec 4 briques de jus. Il en a placé 3 devant les enfants de Monica et une devant Charlie. Charlie a tendu la main vers elle, ses petites mains prudentes. Avant qu'il ne puisse la ramasser, ma mère a tendu la main et l'a prise. Ton fils peut boire de l'eau du robinet, a-t-elle dit, en donnant la brique de jus à la plus jeune fille de Monica. Je l'ai fixée. Pardon? Mon père, assis en bout de table, n'a même pas levé les yeux de son menu. Il devrait apprendre que tout n'est pas pour lui. La table s'est tue un instant. Monica a souri en coin dans son verre de vin. Greg a fait défiler son téléphone. Charlie a retiré ses mains sur ses genoux, son visage vide. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas fort, pas dramatique, juste un claquement silencieux comme un os sous pression. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement dit, d'accord. La conversation a continué. Ma mère a commencé à parler à Monica d'un voyage qu'elle planifiait. Mon père a demandé à Greg comment allait le travail. Les enfants se sont disputés des graissins. Charlie s'est assis à côté de moi, les mains croisées sur ses genoux, fixant le set de table vide devant lui. Je me suis penché et je lui ai versé un verre d'eau du pichet. Il l'a pris sans un mot. La nourriture est arrivée, des assiettes remplies de raviolis au homard, de filets mignons, de risotto aux truffes, de carrés d'agneau. Les enfants de Monica ont à peine touché à leur bâtonnet de poulet, trop occupés à se lancer des serviettes les uns aux autres. Mes parents ont mangé lentement, savourant chaque bouchée de leur plat coûteux. Charlie a mangé ses raviolis tranquillement. Je l'ai regardé mâcher, son visage sans expression. Lorsque les assiettes ont été débarrassées, ma mère a commandé un dessert pour la table, tiramisu, cannoli, gâteau au chocolat fondant, 3 tranches pour les enfants de Monica. Aucune n'a été offerte à Charlie. J'ai senti le poids de la soirée peser sur moi. Mais je suis resté calme. Je suis resté silencieux. Puis le serveur est apparu au coude de mon père, un dossier en cuir noir à la main. Quand vous serez prêt, monsieur, a dit le serveur, en plaçant l'addition sur la table. Mon père ne l'a pas prise.
Greg non plus. Ils m'ont tous les deux regardé. C'est alors que je me suis levé. Je ne me suis pas rassis. J'ai sorti mon portefeuille de la poche de ma veste et j'ai ouvert le dossier en cuir noir. Le reçu était à l'intérieur, du papier blanc immaculé avec de l'encre noire, $340 plus le pourboire. Ça ferait $400, peut-être plus. J'ai lu chaque ligne, le vin commandé par mon père, $60, le whisky pour Greg, $18, la queue de homard de ma mère, $45, le filet de Monica, $52, le carré d'agneau que Greg a mangé sans en proposer une bouchée à personne, $68, 3 commandes de tiramisu, $8 chacun, 2 coulants au chocolat, $10 chacun. Et en bas, 2 articles, des raviolis au fromage, $12, et des pâtes Primavera, $14. Les miens et ceux de Charlie. J'ai regardé la table. Mes parents me regardaient. Monica avait son téléphone à la main, à moitié attentive. Greg était avachi sur sa chaise, repu et satisfait. Les enfants étaient bruyants, se lançant des sachets de sucre. Charlie était assis à côté de moi, petit et immobile. J'ai sorti ma carte de crédit. Je l'ai placée sur le reçu. Puis je me suis tourné vers le serveur, qui rôdait à proximité. J'ai besoin que vous divisiez cette facture, ai-je dit doucement. Le serveur a acquiescé. Bien sûr, monsieur. Comment souhaitez-vous qu'elle soit divisée? 2 articles, les raviolis au fromage et les pâtes Primavera. Enregistrez-les séparément. Tout le reste sur une seule note. Les yeux du serveur ont jeté un coup d'œil à mon père, puis sont revenus vers moi. Il a compris. Tout de suite, monsieur. Il a disparu avec le dossier. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu. Ma mère a posé sa tasse de café. Derek. Je suis resté silencieux. Monica a finalement levé les yeux de son téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Greg s'est redressé sur sa chaise. Tu divises la facture. J'ai croisé son regard. Oui. Ma mère a ri, mais c'était un rire forcé. C'est ridicule. Nous sommes une famille. Exactement, ai-je dit. Le serveur est revenu avec 2 reçus. L'un était petit, $28 au total, mes repas et ceux de Charlie. L'autre était épais, plus de $300, tous les autres. J'ai signé le mien. J'ai ajouté un pourboire de 20%. Je l'ai rendu au serveur. Puis j'ai pris le deuxième reçu et l'ai placé devant mon père. Celui-ci est pour vous, ai-je dit. Le visage de mon père est devenu rouge. Tu n'es pas sérieux. Si. La voix de ma mère s'est élevée. C'est toi qui nous as invités ici. C'est toi qui as fait la réservation. Oui, ai-je dit, et j'ai payé pour moi et mon fils. Vous avez commandé pour vous-même. Vous pouvez payer pour vous-même. Monica s'est levée, sa chaise raclant bruyamment le sol. C'est insensé. Tu gagnes plus d'argent que n'importe lequel d'entre nous. Alors vous ne devriez avoir aucun mal à payer votre repas, ai-je dit. La mâchoire de Greg s'est contractée. Nous n'avons pas apporté nos portefeuilles. Nous pensions que tu payais. Je l'ai regardé. Ce n'est pas mon problème. Mon père a giflé la table. Tu embarrasses cette famille. Non, ai-je dit, d'une voix calme, vous avez embarrassé mon fils. Vous avez pris sa brique de jus. Vous lui avez dit qu'il ne méritait pas ce que vous avez donné à tous les autres. Et vous vous attendiez à ce que je sourie et que je paie pour ça. J'ai pris la main de Charlie. Il l'a prise immédiatement, ses petits doigts s'enroulant autour des miens. J'ai regardé mes parents, Monica, Greg. Bon appétit, ai-je dit. Puis je suis sorti. Charlie est resté près de moi alors que nous traversions le restaurant. Derrière nous, j'ai entendu la voix de ma mère s'élever, paniquée, mon père criant sur le serveur, Monica se disputant avec Greg. Je ne me suis pas retourné. Lorsque nous avons atteint la voiture, j'ai attaché Charlie à son siège. Il a levé les yeux vers moi, le visage confus. Papa, sont-ils fâchés contre nous? Je me suis accroupi à côté de lui. Ils sont fâchés contre eux-mêmes. Il y a réfléchi. On rentre à la maison? Oui, ai-je dit. On rentre à la maison. J'ai fermé sa porte. Je suis monté sur le siège du conducteur et, pour la première fois depuis 8 ans, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer.
Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Charlie s'est couché facilement. Il s'est brossé les dents, a mis son pyjama et s'est glissé sous ses couvertures sans reposer de questions sur le restaurant. Je lui ai lu 2 chapitres de son livre préféré, j'ai embrassé son front et j'ai éteint la lumière. Mais quand je suis allé dans ma propre chambre, je me suis juste assis sur le bord du lit, fixant le vide. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis que nous avions quitté Maronaïs, texto après texto, appel après appel. J'ai tout ignoré. Finalement, à minuit, je me suis levé et je suis allé à la cuisine. Je me suis versé un verre d'eau et je me suis assis à la table. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. J'ai pensé à mon enfance. J'ai pensé à mes 10 ans et j'ai regardé mes parents conduire Monica à son récital de piano pendant que je restais à la maison parce qu'il n'y avait pas de place dans la voiture. J'ai pensé à mes 14 ans et j'ai travaillé les week-ends à l'épicerie pour pouvoir acheter mes propres fournitures scolaires tandis que Monica recevait un nouvel ordinateur portable pour son anniversaire. J'ai pensé à mes 17 ans et j'ai entendu mon père dire « Monica va faire quelque chose de sa vie. Toi, Derek, tu es juste stable. » Stable. C'est le mot qu'il a utilisé. Pas intelligent, pas talentueux, stable. Traduction, suffisamment fiable pour être utile, mais pas assez spécial pour être célébré. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai déménagé. J'ai travaillé à 2 emplois et j'ai fait mes études. Mes parents n'ont pas proposé d'aider. Ils ont dit que j'étais capable. Ils ont dit que je me débrouillerais. Monica est restée à la maison jusqu'à l'âge de 25 ans, sans loyer, facture payée, sans poser de questions. Quand j'ai obtenu mon diplôme et que j'ai obtenu mon premier vrai emploi, mon père m'a serré la main et a dit « Bien. Maintenant, peut-être que tu pourras aider ici. » C'était il y a 12 ans. Depuis lors, j'ai envoyé de l'argent tous les quelques mois. Parfois, c'est quelques centaines, parfois quelques milliers. J'ai arrêté de compter après un certain temps parce que ça faisait trop mal de voir le total. Ma mère appelle ça le soutien familial. Mon père appelle ça rendre l'appareil. J'appelle ça ce que c'est, se faire utiliser. Mais je l'ai fait quand même parce que je pensais que peut-être si je donnais assez, ils me verraient vraiment, pas comme le plan de secours ou le portefeuille, mais comme leur fils. Ce soir a prouvé que j'avais tort. Ils ne m'ont pas vu. Ils ont vu une carte de crédit avec mon nom dessus. Et Charlie, mon garçon doux et tranquille, il n'a même pas été pris en compte pour eux. Il était juste un inconvénient, une bouche qu'ils ne voulaient pas nourrir. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert les messages. Ma mère avait envoyé 5 textos. Tu nous as humiliés. Comment as-tu pu faire ça en public? Ton père a dû emprunter de l'argent à Greg pour payer la facture. Tu nous dois des excuses. Rappelle-moi maintenant. Je les ai supprimés sans répondre. Monica a envoyé 3 messages. Tu es un tel crétin égoïste. Maman pleure à cause de toi. Ne vous attendez pas à ce que nous vous invitions à quoi que ce soit à l'avenir. Je les ai supprimés, eux aussi. Mon père a envoyé un message. Tu n'es pas mon fils. J'ai regardé celui-là pendant longtemps. Puis je l'ai supprimé. J'ai posé mon téléphone face contre table. J'ai fini mon eau. Je me suis assis dans le silence de mon appartement, l'endroit que je payais avec mon propre argent, l'endroit où mon fils dormait en toute sécurité dans son propre lit. Et j'ai réalisé quelque chose. Ils avaient tort. Je n'étais pas égoïste, j'avais fini. Il y a une différence. Je me suis levé, j'ai rincé mon verre et je suis allé me coucher. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit. Lundi matin, je me suis réveillé avec clarté. J'ai préparé le petit déjeuner de Charlie, des œufs brouillés et des toasts. Il a mangé pendant que je préparais son déjeuner, un sandwich à la dinde, des tranches de pommes, une brique de jus. Je me suis assuré d'acheter la bonne sorte, celle sans sucre ajouté. Je l'ai déposé à l'école. Il m'a serré dans ses bras avant de sortir de la voiture. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon pote. Puis j'ai conduit au travail. À mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché mes comptes bancaires. J'ai ouvert le compte de service public de mes parents, celui qui était lié à ma carte pour les paiements automatiques, facture d'électricité, facture d'eau, Internet. J'avais couvert les 3 au cours des 2 dernières années. J'ai cliqué sur chacun d'eux. J'ai supprimé mon mode de paiement. J'ai mis à jour les coordonnées avec le nom et l'adresse électronique de mon père.
Cela a pris moins de 5 minutes. Ensuite, j'ai ouvert le portail d'assurance automobile. La voiture de ma mère était sur ma police parce que cela lui faisait économiser de l'argent. J'ai appelé le service clientèle. Bonjour, je dois supprimer un véhicule de ma police. Le représentant a posé quelques questions. J'ai fourni les informations. En 10 minutes, la voiture de ma mère n'était plus sur mon plan. Sa couverture expirerait à la fin du mois. Y a-t-il autre chose avec laquelle je peux vous aider aujourd'hui, a demandé le représentant. Non, c'est tout. J'ai raccroché. Puis j'ai vérifié mes abonnements, mes services de streaming. Mes parents avaient accès à mes comptes Netflix, Hulu et HBO. J'ai ouvert chacun d'eux et j'ai supprimé leur profil. J'ai changé les mots de passe. À l'heure du déjeuner, j'avais déconnecté tous les paiements automatiques, tous les comptes partagés, tous les liens financiers qui me liaient à mes parents. Je n'ai pas envoyé de courriel. Je n'ai pas passé d'appel. J'ai juste coupé les liens proprement et silencieusement. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai laissé la messagerie vocale prendre l'appel. Elle a rappelé. Messagerie vocale. Elle a envoyé un texto. Internet ne fonctionne pas, as-tu oublié de payer la facture? Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, mon père a appelé. J'ai refusé l'appel. Il a envoyé un message. La compagnie d'assurance automobile a envoyé un avis d'annulation. Règle ça. J'ai supprimé le texto. 2 jours plus tard, Monica a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Maman panique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu comme ça? Rappelle-moi. Je n'ai pas rappelé. À la fin de la semaine, ma mère avait envoyé 12 messages. Mon père en avait envoyé 6. Monica en avait envoyé 8. Je n'en ai lu aucun. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas amer. J'en avais juste marre de gaspiller de l'énergie avec des gens qui ne se souvenaient de mon existence que lorsque les factures arrivaient à échéance. Charlie et moi avons passé le week-end au parc. Nous avons nourri les canards. Nous avons mangé des glaces. Nous sommes allés à la librairie et il a choisi 3 nouveaux livres. Dimanche soir, je l'ai mis au lit et il a levé les yeux vers moi. Papa, est-ce que grand-maman et grand-papa sont encore fâchés? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que nous allons bien, toi et moi. Nous n'avons besoin de personne d'autre pour aller bien. Il y a réfléchi, puis a acquiescé. J'aime quand il n'y a que nous. Moi aussi, mon pote. J'ai embrassé son front et j'ai éteint la lumière. Quand je suis retourné dans ma chambre, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Ma mère avait envoyé un dernier texto. Tu es en train de briser cette famille. Je l'ai lu. Puis j'ai tapé une réponse. Je ne brise rien. J'arrête juste les paiements. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Les messages n'ont pas cessé d'arriver. Les messages vocaux se sont accumulés. Des courriels sont apparus dans ma boîte de réception, de plus en plus longs et désespérés à chaque fois, mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai commencé à rassembler des preuves. Samedi après-midi, pendant que Charlie était chez un ami pour une après-midi de jeu, je me suis assis à mon bureau avec mon ordinateur portable, un bloc-notes et un dossier que j'ai intitulé « Finances familiales ». J'ai commencé par mes relevés bancaires. Je suis remonté 3 ans en arrière, en téléchargeant chaque transaction, chaque transfert, chaque paiement automatique. J'ai ouvert une feuille de calcul et j'ai commencé à les classer par catégorie, aide au loyer pour mes parents, 4 000 $ sur 2 ans, paiement de services publics, électricité, eau, internet, 2 300 $, réparations automobiles pour le véhicule de ma mère, 1 700 $ sur 5 factures distinctes, quote-part médicale, 800 $, frais de déplacement d'urgence, vol pour rendre visite à Monica et aux enfants quand l'un d'eux était malade ou avait un anniversaire ou un événement scolaire, 3 200 $. Paiement par carte de crédit, je les avais renfloués 2 fois quand ils ne pouvaient pas faire le minimum, 5 500 $ au total. Ensuite, il y avait les petites choses, les services de streaming, les abonnements, les factures de téléphone. L'épicerie livrée à leur domicile quand ma mère disait qu'ils étaient à court d'argent. J'ai tout additionné, 21 400 $ sur 3 ans.
J'ai regardé ce nombre. J'ai essayé de ressentir quelque chose, de la colère, peut-être du regret. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est de la fatigue. Ensuite, j'ai ouvert mon courriel. J'ai recherché chaque message de mes parents, chaque demande d'argent, chaque remerciement qui n'a jamais mené à un remboursement, chaque promesse de vous rembourser le mois prochain qui s'est transformée en silence. Je les ai imprimés, tous. Je les ai mis dans le dossier. Puis j'ai recherché les messages de Monica. Elle avait emprunté de l'argent 2 fois, une fois pour le traitement orthodontique de son fils, une fois pour un acompte sur leur nouveau canapé. Je les ai imprimés, eux aussi. J'ai ouvert mon portail d'assurance et j'ai téléchargé l'historique de la police montrant la voiture de ma mère sur mon plan. J'ai imprimé l'avis d'annulation. Je me suis connecté au compte de service public. J'ai pris des captures d'écran de l'historique de facturation avec ma carte détachée. Je les ai imprimés. Au moment où j'ai terminé, le dossier faisait 5 cm d'épaisseur. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et je l'ai regardé. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était que la vérité, documentée et indéniable. J'ai pensé à ce que j'allais en faire. Une partie de moi voulait le leur envoyer par la poste, leur faire voir en noir et blanc exactement combien j'avais donné, combien ils l'avaient peu apprécié. Mais une autre partie de moi savait qu'ils s'en ficheraient. Ils trouveraient un moyen de le tordre, de faire de moi le méchant, de dire que je tenais les comptes, que j'étais mesquin, que je gardais rancune. Alors j'ai décidé de ne pas le leur envoyer. Je le garderai pour moi comme preuve que je n'étais pas fou, que je n'étais pas égoïste, que j'avais tous les droits de partir. J'ai fermé le dossier et je l'ai mis dans le tiroir de mon bureau. Puis j'ai affiché mon calendrier. J'avais une réunion prévue avec mon conseiller financier dans 2 semaines. Je lui ai envoyé un courriel lui demandant si nous pouvions l'avancer. Je voulais parler de la réorganisation de mes comptes, de la mise en place d'une fiducie pour Charlie, de m'assurer que tout ce pour quoi je travaillais lui revienne à lui et à lui seul. Il a répondu en moins d'1 heure. Absolument. Que diriez-vous de lundi matin? J'ai confirmé. Ce soir-là, j'ai récupéré Charlie après son après-midi de jeu. Il était heureux, parlant sans arrêt des jeux vidéo auxquels il avait joué et des collations qu'ils avaient mangées. Nous avons mangé des roulés de pizza, papa, et des jus en briques. 3 jus en briques. J'ai souri. Ça a l'air d'avoir été une bonne journée. C'était le meilleur. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai préparé le dîner, des spaghettis à la marinara, son plat préféré. Nous avons mangé ensemble à la table de la cuisine et il m'a parlé de l'école, de son professeur, du livre qu'il lisait. Il n'a pas posé de questions sur mes parents. Il n'a pas mentionné le restaurant. Il était heureux, satisfait, en sécurité. C'est tout ce qui comptait. Plus tard, après qu'il se soit couché, je me suis assis sur le canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché mon compte bancaire une fois de plus. J'ai regardé le solde, solide, stable, à moi. Pour la première fois depuis des années, je ne subvenais aux besoins de personne d'autre que de moi-même et de mon fils. C'était bon. 3 semaines après le restaurant, ils se sont présentés à ma porte. C'était un jeudi soir. Charlie et moi venions de finir de dîner. Il était dans sa chambre en train de jouer avec ses figurines. J'étais en train de remplir le lave-vaisselle quand j'ai entendu frapper, fermement, avec insistance. Je me suis séché les mains et j'ai marché jusqu'à la porte. J'ai regardé par le Judas. Mes parents, tous les deux. J'ai songé à ne pas répondre, mais je savais qu'ils ne partiraient pas. Ma mère appellerait. Mon père frapperait à nouveau, plus fort. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Derek, a dit ma mère, sa voix tendue, nous devons parler. De quoi, ai-je demandé. Tu sais de quoi, a dit mon père. Il avait l'air plus vieux que je ne me souvenais, fatigué. Tu nous as coupés. Sans avertissement, sans explication. Je vous ai donné une explication, ai-je dit, au restaurant. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. C'était il y a 3 semaines. Tu n'as pas répondu à nos appels. Tu n'as pas répondu à nos messages. Tu as juste disparu. Je n'ai pas disparu, ai-je dit. J'ai arrêté de payer vos factures. Mon père s'est approché. Tu as une responsabilité envers cette famille. Non, ai-je dit, d'une voix calme. J'avais une responsabilité envers moi-même et mon fils.
J'ai rempli cette responsabilité. Ce dont vous parlez, c'est l'obligation, et je ne vous la dois pas. Ma mère a essuyé ses yeux. Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. J'ai failli rire, presque, mais j'ai gardé mon visage neutre. Vous avez tout donné à Monica, ai-je dit. Vous m'avez donné des attentes. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. Juste, ai-je répété. Vous avez pris une brique de jus des mains de mon fils et vous l'avez donnée aux enfants de Monica. Vous lui avez dit qu'il devait apprendre que tout n'est pas pour lui. Et vous vous attendiez à ce que je reste assis là, que je sourie et que je paie vos repas. Ce n'est pas juste. La mâchoire de mon père s'est contractée. Tu es dramatique. Non, ai-je dit, je suis clair. J'en ai marre de financer votre vie. J'en ai marre d'être le plan de secours. J'en ai marre d'être ignoré jusqu'à ce que vous ayez besoin d'argent. Nous ne t'avons jamais ignoré, a dit ma mère, sa voix tremblant. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert mes photos et je lui ai montré une photo. Elle datait de Noël dernier, les enfants de Monica entourés de cadeaux, Charlie dans le coin avec son livre de coloriage à $1. Ça, c'est ignoré, ai-je dit. Elle a regardé la photo, puis elle a détourné le regard. Tu es notre fils, a dit mon père, sa voix basse. Tu ne tournes pas le dos à ta famille. Vous avez tourné le dos à mon fils, ai-je dit. Vous m'avez tourné le dos chaque fois que vous avez choisi Monica plutôt que moi, chaque fois que vous avez demandé de l'argent sans dire merci, chaque fois que vous m'avez donné l'impression que ma seule valeur était ce que je pouvais donner. Ma mère a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. S'il te plaît, a-t-elle dit. Nous sommes désolés. Nous ne nous en étions pas rendus compte. Si, vous l'avez fait, ai-je dit. Vous vous en fichiez juste. Le visage de mon père est devenu rouge. Alors, c'est tout? Tu nous coupes les ponts? Je fixe des limites, ai-je dit. Vous pouvez être dans ma vie et dans celle de Charlie, mais pas en tant que prêteur et emprunteur, pas en tant que personne qui n'appelle que quand elles ont besoin de quelque chose. Si vous voulez une relation, elle doit être réelle, égale, respectueuse. Et si nous ne pouvons pas faire ça? Il a demandé. J'ai croisé son regard. Alors, c'est terminé. Silence. Ma mère sanglotait doucement. Mon père me regardait comme si j'étais un étranger. Tu as changé, a-t-il dit finalement. Non, ai-je dit. J'ai juste arrêté de faire semblant. J'ai reculé et j'ai commencé à fermer la porte. Derek, attends, a dit ma mère. Je me suis arrêté. Nous pouvons essayer, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Nous pouvons faire mieux. Je l'ai regardé. Je voulais y croire. Je voulais penser que peut-être enfin il me verrait. Mais je l'avais voulu toute ma vie, et ça n'était jamais arrivé. Prouvez-le, ai-je dit. Ne m'appelez pas pour me demander de l'argent. Ne m'envoyez pas de textos pour des urgences qui nécessitent de l'argent. Présentez-vous pour Charlie. Souvenez-vous de son anniversaire. Traitez-le comme vous traitez les enfants de Monica. Faites ça, et peut-être que nous pourrons parler. Et si nous le faisons, a demandé mon père. J'ai croisé son regard. Alors nous verrons, ai-je dit. J'ai fermé la porte. Je suis resté là, la main sur le bouton, à les écouter de l'autre côté. J'ai entendu ma mère pleurer. J'ai entendu mon père marmonner quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Puis j'ai entendu leurs pas, s'éloignant. J'ai fermé la porte à clé. Je suis retourné à la cuisine. J'ai fini de remplir le lave-vaisselle. Charlie est sorti de sa chambre. C'était qui? Grand-maman et grand-papa, ai-je dit. Est-ce qu'il reste pour le dessert? Non, ai-je dit, ils ont dû partir. D'accord, a-t-il dit, sans s'en soucier. Est-ce que je peux avoir de la glace? Bien sûr, mon pote. Je lui ai servi un bol. Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé et nous avons regardé des dessins animés, et je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. 2 mois se sont écoulés. Mes parents n'ont pas appelé. Ils n'ont pas envoyé de texto. Ils ne se sont pas présentés à ma porte. Monica a envoyé un dernier message, tu as détruit cette famille. Je n'ai pas répondu. J'ai appris par une connaissance commune que mes parents avaient dû réduire leurs dépenses. Ils ont vendu la maison où j'ai grandi et ont déménagé dans un appartement plus petit.
Mon père a trouvé un emploi à temps partiel. Ma mère a commencé à établir un budget. Je n'ai rien ressenti quand j'ai entendu ça, aucune culpabilité, aucune satisfaction, juste un sentiment de distance tranquille. La famille de Monica a eu du mal, elle aussi. Sans mes parents comme coussin financier et sans moi comme plan de secours, ils ont dû réduire leurs dépenses. Moins de vacances, moins de luxe. J'ai entendu dire qu'un des enfants avait dû retourner à l'école publique. Je n'ai rien ressenti. Ils ont fait leur choix. Ils m'ont traité comme un guichet automatique. Maintenant, ils devaient vivre sans. Charlie et moi avons construit une nouvelle vie. Je l'ai emmené au musée des sciences le samedi. Nous avons fait de la randonnée le dimanche. Nous avons préparé le dîner ensemble tous les soirs, en essayant de nouvelles recettes et en riant quand nous nous trompions. J'ai commencé à mettre plus d'argent dans son fonds pour ses études. J'ai ouvert une fiducie. J'ai rencontré mon conseiller financier et j'ai tout mis en place pour que, quoi qu'il arrive, on s'occupe de Charlie. J'ai aussi commencé à dire non au travail. J'ai arrêté d'accepter des projets supplémentaires juste pour faire mes preuves. Je quittais le bureau à 17h. Je passais mes soirées avec mon fils. Les gens l'ont remarqué. Mon patron m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit, oui, mieux que bien. Un samedi, 3 mois après le restaurant, j'ai emmené Charlie au parc. Nous avons apporté un ballon de soccer et nous l'avons lancé d'avant en arrière sur le terrain découvert. Il s'améliorait. Son but s'améliorait. Sa confiance grandissait. À un moment donné, le ballon a roulé vers une autre famille, un père, une mère, 2 enfants. Le père nous l'a renvoyé avec un sourire. Beau tir, mon pote, a-t-il dit à Charlie. Charlie a souri. Merci. Le père m'a fait signe. J'ai fait signe en retour. C'était tout, juste une petite interaction normale. Mais c'était significatif parce que ça m'a rappelé que la famille n'est pas seulement une question de sang. Ce sont les personnes qui se présentent, les personnes qui vous voient, les personnes qui vous font une place à la table sans attendre de paiement. Charlie et moi n'avions pas besoin de mes parents. Nous n'avions pas besoin de Monica. Nous avions l'un l'autre. Et c'était suffisant. Ce soir-là, après que Charlie se soit couché, je me suis assis sur le balcon avec une tasse de café. Les lumières de la ville s'étendaient devant moi. L'air était frais. Le monde semblait grand et ouvert et plein de possibilités. J'ai pensé au restaurant, au moment où je me suis levé et où j'ai divisé la facture, à l'expression sur le visage de mon père quand je suis sorti. Je ne le regrettais pas. J'ai pensé au dossier dans le tiroir de mon bureau, aux preuves, aux reçus, aux preuves documentées de tout ce que j'ai donné. Je n'en avais plus besoin. Je me suis levé, je suis entré à l'intérieur et j'ai sorti le dossier. Je me suis tenu au-dessus du bac de recyclage et j'ai feuilleté les pages une dernière fois. Puis je les ai laissées partir, toutes, chaque relevé bancaire, chaque courriel, chaque transaction imprimée. Je n'avais pas besoin de preuves. Je connaissais ma vérité. Je suis retourné sur le balcon et je me suis assis. Mon téléphone a vibré, un texto de l'école de Charlie. Rappel concernant les rencontres parents-professeurs la semaine prochaine. J'ai répondu, je serai là. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé à nouveau la ville. Quelque part là-bas, mes parents organisaient leur propre vie. Monica gérait la sienne. Et j'étais ici dans ma maison avec mon fils dormant en toute sécurité dans la pièce voisine. Je n'étais plus le portefeuille familial. Je n'étais plus le plan de secours. Je n'étais plus le fils oublié. J'étais Derek, un père, un fournisseur pour les personnes qui comptaient. Et j'étais libre.